Dans l'arrière-boutique d'une vieille confiserie de Carpentras, Thierry Vial assure la fabrication artisanale du berlingot de Carpentras, ce petit bonbon translucide qui se distingue des autres par un filet de sucre blanc. Qu'est-ce que c'est un berlingot? Un berlingot, c'est un sucre cuit. Donc c'est la famille des bonbons les plus anciens, parce qu'à la base, on avait du sucre, donc c'était les bonbons qui étaient faciles. Mais c'est le bonbon aujourd'hui, c'est le même de l'ancien bonbon. Alors le berlingot, il existe depuis 200 ans. Hein, il a été fabriqué à Carpentras début 1800 par deux grandes familles de confiseurs, la famille Long, la famille Esseric. Oui. Et ils ont au départ voulu utiliser le sirop de fruits confits pour faire des berlingots. Oui. Et c'est ce qui a un peu donné naissance au bonbon, qui est devenu par la suite rapidement le berlingot de Carpentras. Depuis que la production du berlingot de Carpentras a débuté, on suit toujours la même recette ainsi que le même cycle de fabrication. Tout commence avec un mélange de sucre, de sirop de glucose et d'eau qu'on porte à ébullition dans un poêlon en cuivre. Dès qu'il atteint la température de 160 degrés, il est étalé sur une dalle en marbre. C'est alors qu'on incorpore un arôme et l'un des 5 colorants qui constituent la personnalité du petit bonbon. La pâte est pliée, étirée et repliée jusqu'au moment où sa température baisse et la masse de sucre est refroidie. On prélève alors un peu de pâte dans la masse de sucre afin de la faire blanchir en la tirant sur un crochet par une série de mouvements rapides et on obtient le sucre tiré qui est disposé à son tour sur la masse de sucre et qui lui donnera ces raies blanches si caractéristiques du berlingot de Carpentras. En quelques mouvements des mains, le confiseur transformera cette pâte en gros boudin. Une rouleuse en cuivre des années 50 du siècle dernier en formera un cône qu'on passera dans une berlingotière à manivelle afin d'obtenir de petits berlingots. À l'origine, le berlingot n'avait qu'un seul parfum, la menthe, et qu'une couleur, le rouge. Aujourd'hui, il se décline en 5 couleurs et 5 goûts différents. Vert, il est à l'anis, brun au café, jaune au citron, orange à l'orange, sans oublier le rouge d'autrefois. Le Vaucluse. Dany connaît bien cette terre, pays de la pierre. Ici, la pierre a toujours servi à bâtir. Simple cabanon appelé les Boris, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, modeste village s'abritant à l'ombre des parois rocheuses, châteaux qui ont protégé cette terre. C'est la perfection. Cette perfection, Dany l'a respectée en construisant sa maison. En maniant la pierre, il a continué la tradition des bâtisseurs du Moyen-Âge. Les murs de la demeure reflètent les gestes sûrs et harmonieux de ses mains, sa passion de la pierre qui est pour lui comme un livre d'histoire où se lisent les siècles, la condition de l'homme et sa foi.
Le principal, c'est faire un bel ouvrage dans un bel endroit. Oui. Après, Les gens, voilà, c'est le pas client, important. Oui. mais je pense à chaque minute du travail, je pense aux gens qui vont vivre dans la maison. Oui, oui. Et c'est 100 ans, chose comme ça. Oui, oui. C'est le bon acier, non? C'est très bien fait, très bien équilibré. Et comment vous avez trouvé ça? On me l'a donné. Il y a un tailleur de pierre, et Oui. 3 générations de tailleurs de pierre. Et c'est le plus jeune qui Oui, a 60 ans maintenant qui me l'a donné. c'est génial. Et celui-là, ça c'est le têtu. C'est un outil très lourd mais très efficace. Ça, c'est pour... C'est ça. On utilise toujours ça. La pointe. pour Pour tailler, dégrossir. oui. Comme une pierre comme ça là. Je vais faire un angle Oui. par exemple. Voilà. Alors avec ça, ce côté. C'est très efficace. Attention. Hein. Oui. Toujours vers l'intérieur. Oui. Si je tape comme ça, j'éclate tout. Ah oui. Ah, c'est plat, c'est... Oh, je me suis pas appliqué. Et qu'est-ce que c'est votre outil favori? Celui-là? Oui. Oui, oui. C'est plus beau. Oui, oui, Au soleil, on voit tous les coups et oui, c'est magnifique. oui, Au travail plus fin. oui. Par exemple, le résultat est tout à fait différent. Ah oui. Voilà. C'est plat. C'est presque comme aussi. Oui. Mais on voit quand même les coups. On fait des maisons avec des angles sciés, Oui. très lisses, Mm. et on les retaille comme ça. Ah. Faut pas abîmer ça. Ça va venir comme ça. Voilà. Bon, ici on va par exemple la casser comme ça. Oui. Voilà. On y fait des trous. Mhm. On la taille Oui. entièrement. Entièrement on taille avec ça. Mm. Voilà. Bon, si je veux faire quelque chose de très fin, ça c'est dans les églises ou Oui. quelque chose de très très clean. Oui. Uniquement la pierre d'ici, la pierre tendre. Pour ça. Dans la pierre froide, les dents se cassent. Ça va vite. Hein. Mm. Après, quand les gens faisaient un travail très fin encore, Oui. après c'est le chemin de fer. Cette pierre-là est très tendre, elle est encore plus tendre que celle-là. Oui. Fascinant. Après, il y a des chemins de fer ronds pour les moulures. Avec ça, on peut faire une moulure, ici par exemple. Une moulure en creux. Oui. Voilà. Par exemple ça.
peut le finir comme on veut. C'est encore Dany qui a construit cette belle maison à la façon de pierre sèche, où le liant, utilisé discrètement, passe inaperçu. Cette demeure fait référence à la technique de la pierre sèche, c'est-à-dire des pierres montées sans liant ni mortier. Cette technique ancestrale, un vrai savoir-faire paysan transmis d'une génération à l'autre, se résume en une maîtrise de l'œil et de la main. La lumière et le soleil qui se reflètent sur les pierres les font vivre et soulignent leur beauté, créent cette harmonie tranquille qui s'intègre dans le paysage préservé de l'endroit. Dans le petit cimetière de Sivergue repose un couple qui vivait autrefois dans le village. Sur leur tombe, rien d'autre que ces 4 pierres silencieuses mais pleines d'expression, symboles des 2 êtres qui dorment ici. Toute cette tranche, on a travaillé 2 mois, novembre et décembre. Dans le Vaucluse, les pierres servent aussi à paver les rues et les cours intérieures. On les nomme alors les calades. Dany s'est fait le défenseur de ces chemins de pierre, de ces aires pavées. Ce n'est pas sans raison qu'on l'appelle ici le poète de la glèbe, le petit prince des murailleurs. Ça, c'est la vraie calade ancienne. Très désordonnée, avec aucune ligne et des pierres par moments grosses. Des fois, on dirait une trace de mur. Et ça fait un ensemble cohérent. Et les pierres doivent se toucher. Et ça doit être jointoyé à la terre. Mais en fait, à la terre, c'est très solide. Et la mousse, les lichens, les petites herbes, le chevelu, les radicelles fixent le joint. Ça donne un tapis végétal avec les pierres dedans. Toute ma vie, j'ai recherché le passé. Et les calades, c'est un témoin du passé. En fait, je suis tourné vers le Moyen-Âge et vers plus ancien. Quand je fais une calade, j'ai l'impression de prolonger cette vie. Âge médiéval. C'est-à-dire, il y avait un autre esprit à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle du merveilleux, qu'on a perdu, et c'est ça que je cherche à recréer. Ça, c'est exactement quoi, le merveilleux? Le merveilleux, c'est comme les enfants quand ils rêvent. C'est ça, le merveilleux. Et les calades, c'est un merveille? Ça fait partie de l'esprit de ce moment-là. Oui, il faut 3 sortes de pierres pour faire une rue pavée de cette façon. Il y a la pierre du caniveau central, la pierre de calade, qu'on ramasse dans la montagne, en country soigneusement. Et puis il y a ces pierres-là pour faire le bord des marches. C'est le plus difficile à trouver en fait. Et c'est magnifique. Et l'eau coule au milieu. Et l'eau coule au milieu, il y a un léger creux. On a un moule qui sert à chaque fois qu'on reporte et qui sert toujours à faire le même profil. Oui. Et on tend une ficelle d'un bout à l'autre qui fait le fil de l'eau. Des gisements d'argile de très bonne qualité dans le pays d'Apt ont été à l'origine de nombreux ateliers de céramique installés par ici. Au début du XXe siècle, une vingtaine d'ateliers continuaient encore leurs activités. Aujourd'hui, la société Vernin, spécialisée en carreaux, est la dernière fabrique en France à travailler selon des méthodes traditionnelles. La société Vernin, Carreaux d'Apt, existe depuis 1870. C'est une entreprise totalement familiale qui est transmise de génération en génération. Au départ, à l'atelier, on fabriquait des tuiles.
Ensuite, pour différentes raisons économiques, on a décidé d'arrêter cette production et aujourd'hui, nous nous consacrons uniquement à la fabrication de carreaux. La particularité de nos carreaux, c'est qu'ils sont faits entièrement à la main. Nous n'avons pas de machine. Toutes les manipulations et toutes les opérations sont faites un petit peu de façon ancestrale, ce qui est un peu anachronique, mais nous n'avons pas réussi à trouver un moyen pour remplacer la main de l'homme. Donc nous sommes une petite usine, nous sommes en fait 15. Nous exportons nos carreaux dans le monde entier, nous en sommes très fiers puisque nous avons des chantiers jusqu'à Hong Kong. Nous avons travaillé pour le Hong Kong Jockey Club, on a fait un casino à Las Vegas, un supermarché à Tokyo, mais nous avons également beaucoup de petits clients et donc nous apportons, j'allais dire, le même soin à tous nos clients. Donc la fabrication commence, si vous voulez, avec les terres qui sont une des richesses de notre atelier. Ce sont bien sûr des terres locales que nous trouvons dans un périmètre de 10 km environ autour de la société. Ces terres, nous les achetons et nous les faisons vieillir le plus possible, puisque en poterie, il y a un adage qui veut dire qu'au plus les terres sont pourries, au plus belles elles seront pour la réalisation de ce que nous voulons faire. Ensuite, nous allons mélanger ces terres de façon à obtenir différentes couleurs de biscuits, c'est-à-dire de carreaux de terre cuite. Nous ne travaillons jamais avec des terres pures. Ces terres vont être mélangées, passées dans ce que nous appelons un filtre presse pour être mélangées avec de l'eau. Et ensuite, nous allons obtenir de grandes galettes qui sont des galettes prêtes pratiquement à être utilisées puisqu'elles vont tout simplement être mises dans un malaxeur et ensuite elles vont être travaillées, comme nous le voyons dans l'atelier, directement à la sortie de la boîte. Après, nous allons mouler nos carreaux puisque c'est la phase quand même la plus importante pour les obtenir. Donc là, ce sont des opérations qui sont très physiques et qui, contrairement à ce que l'on peut imaginer, sont très techniques. En fait, pour avoir un bon mouleur à l'atelier, il faut compter entre 1 an et 2 ans de formation. C'est quelque chose qui s'apprend. On ne fait pas des carreaux comme ça tout de suite du jour au lendemain. Donc on arrive à produire, suivant les formes et les dimensions, jusqu'à 2000 carreaux, mais vraiment 2000, c'est une très très grosse journée par mouleur. Lorsque nos carreaux vont être fabriqués, nous allons refaire les opérations de damage, ça c'est notre jargon de céramiste, de damage et de raclage. Ce sont des opérations pour reprendre la planimétrie des carreaux et enlever l'excédent de terre qui pourrait éventuellement gêner au moment de la pose des carreaux. Une fois que ces opérations sont faites, on va laisser sécher. Le séchage va varier en fonction de la pluie, du soleil, de l'hydrométrie. Donc c'est que l'œil, c'est mon chef d'atelier ou moi-même qui pouvons dire ces carreaux sont prêts à être cuits ou pas. Ensuite, cuisson pendant 4 jours entre le préchauffage, le cycle de cuisson et le refroidissement. Une fois que les carreaux vont être cuits, ils vont soit être emballés s'ils sont conformes. S'ils ne sont pas conformes, ils vont être cassés ou passés en deuxième choix. Donc soit être emballés pour être expédiés, comme je vous le disais tout à l'heure, ou en France ou dans le monde entier. Sinon, ils vont subir une deuxième préparation. Cette préparation est destinée à les rendre ce que nous appelons encore une fois propres au deuxième service, c'est-à-dire propres à être montés à l'atelier d'émaillage. Donc, opération de sondage, on va voir si le carreau sonne bien ou s'il ne sonne pas bien. S'il ne sonne pas bien, il est éliminé. S'il sonne bien, on va le garder. On va les brosser, on va les calibrer et on va les mettre sur des clés de façon à ce qu'on puisse les monter à l'atelier d'émaillage, puisque vous avez compris que chez nous, tout est beau, mais rien n'est rationnel. On va un peu d'un côté, un peu de l'autre, mais ça fait partie aussi du charme des locaux qu'on n'a pas du tout envie d'abandonner. Donc on va monter les carreaux à l'atelier d'émaillage qui se trouve au premier étage et là ils vont donc être émaillés soit avec une couche d'émail, soit avec 2 couches d'émail, soit avec 3, même 4 si on veut faire de l'or puisque l'or cuit à une température différente.
Et toujours comme au rez-de-chaussée, on va cuire, même cycle de cuisson, 3 jours. On va défourner nos carreaux, on va regarder s'ils sont parfaits, s'ils sont bons au service. S'ils sont bons au service, ils sont emballés et expédiés. Sinon, ils sont cassés et ils ne sortiront pas de l'atelier. Comme dans un ballet infernal envoûté par un rythme frénétique, le mouleur forme l'un après l'autre des carreaux entièrement artisanaux. Ils traduisent un savoir-faire transmis depuis des générations, une passion du travail bien fait et de la tradition, la virtuosité de la main de l'homme. De ces modestes carrés d'argile naîtront, au bout d'un long processus, des carreaux qui se déclineront en 190 coloris, unis ou décorés de motifs géométriques ou graphiques, représentant des paysages, des natures mortes et tant d'autres thèmes. À quelques pas du village de Buisson, vit et travaille Claude Delton, homme qui flirte avec le vent, joue avec le visible et l'invisible. Voilà. Voilà comment cela tourne au vent, quand tout va bien. Et le vent pousse les choses dans les différentes directions. Oui, voilà. Ah, c'est Voilà, génial, enfin, c'est voilà. génial. Hein. C'est tout simple. Et en ayant cette, comment dire, cet inversement, vous avez le mouvement, vous avez l'animation. Parce que les oiseaux se croisent. Oui. Et donc, dans vos yeux, c'est comme les dessins animés, en fait. Donc, Oui. c'est dans vos yeux, comme ils se croisent, alors vous les voyez bouger. Et Ben là, on est très près, mais si vous le mettez un peu oui, plus loin, oui, vous le oui. voyez bien. Oui, je comprends, mais c'est génial, c'est absolument... Mais c'est ça qui est intéressant et beau, c'est de faire avec peu de choses l'imaginaire. Enfin, c'est pas, plus on est dans le simple, plus on est dans l'ouvert. Il faut que vous avez des vents. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est le pays pour ça. Oh non, oui, d'accord. En Provence, il y a le Mistral et ça souffle. oui, Ok. oui. Mais il y a partout du vent. Et l'intérêt d'une girouette ou d'un mobile, c'est de tourner quand il y a peu de vent. Justement, c'est là où c'est le plus beau. Parce que le temps est calme et tranquille. Et vous, vous êtes aussi tranquille dehors. Alors quand il y a du vent, vous vous resserrez. D'accord. Et parce que le temps est tranquille, vous êtes tranquille, vous êtes aussi un peu plus large dans votre personnage. Oui. Et si le mobile, il tourne aussi, dans le calme du temps, c'est encore beaucoup plus beau parce que c'est là où il va montrer une souplesse avec quelque chose qui ne se voit pas, qui est le vent, qui est l'invisible. C'est là où les choses sont belles. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on a une girouette qui, c'est la fleur. Ça, c'est la partie qui tourne. C'est un peu le mouvement de l'homme dans l'année et dans la journée, Ah oui. comme Oui. fait le soleil. Oui. C'est-à-dire que là, on est plutôt endormi, on est dans la nuit, Oui. on est dans l'hiver. Là, on est dans l'extension, le sud, Oui, le midi. oui, oui, oui. Là, on est plutôt dans le matin. Et là, on est plutôt dans un aspect retournement automnal. Alors, dans des girouettes qui sont, comme les anges, Oui. sont des girouettes où ils ont une notion un peu plus spatiale. Donc je mets bien un peu la présence de l'homme dessous Oui, oui, et dans oui. son mouvement de l'année, de la journée. Oui. Voilà. Oui, On s'appelle la gerbe d'oiseau. Voilà. Là, il faut toujours un nom. Oui, c'est Il rigole un peu. Quoi. Bon, ben, je la mets à la place de la petite sorcière parce que la petite sorcière, c'est moins quoi que. Voilà. Bon. Quand le vent rentre dedans, ça la soulève. Voilà. Oui. Si je suis le vent. Alors le contrepoids, j'essaye toujours de le placer dans la dynamique un peu. J'essaye pas que ça soit un contrepoids, mais que ça ne se voie pas. Mais ça, bon, c'est assez simple quoi, dans le travail. Oui, je disais que le métal est utile et nécessaire parce que la girouette, elle doit être présente lorsque la brise est à peine là et qu'elle va tourner. Et lorsque la tempête est là, il faut qu'elle résiste toujours. Et le métal acier permet d'allier ces deux opposés, quoi. La légèreté et donc la prise au vent et la tempête qui passe et la girouette reste, quoi. Pour ça qu'il est utile, quoi. Pour bien montrer que l'invisible est là, dans le calme et dans la tempête aussi. Voilà. Ce qui m'intéresse dans la girouette, ce n'est pas sa forme, mais ce qu'elle veut dire. À la limite, c'est l'invisible à côté du visible qu'elle est, quoi. Parce que derrière toute chose, il y a son invisible. Et ça, c'est une des
des leçons que j'ai apprises du monde, quoi. Voilà. Et dans la girouette, j'essaye de me placer là aussi, dans le mobile, dans le mouvement du vent. C'est aussi ce que j'essaye. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'années. Bonne continuation. Merci.